Je m'appelle René Collin, j'ai 64 ans. Je conduis un fourgon Renault Trafic de 2001 avec un rétroviseur fêlé et une bosse sur la porte arrière que je n'ai jamais pris la peine de réparer. Je porte un pantalon de chantier et des chaussures de sécurité presque tous les jours, je bois du café dans un thermos de station-service, et je tonds ma pelouse avec une vieille tondeuse manuelle achetée d'occasion en 2009. Mon gendre a regardé tout cela et a vu exactement ce qu'il voulait voir, un vieil homme simple qui ne comprenait plus tout à fait comment le monde fonctionnait. Ce que Bastien Lemaire ignorait, c'est que je possédais le groupe Collin, 23 points de vente en gros de matériel électrique et de plomberie répartis dans 8 régions françaises, ainsi que 14 locaux commerciaux dans 4 d'entre elles, pour une valorisation totale d'environ 55 millions d'euros. Lorsqu'il a glissé ses papiers sur la table de ma cuisine en me disant de signer, j'ai croisé les mains dessus, j'ai souri et j'ai répondu que j'allais y réfléchir. Ce soir-là, j'ai passé 2 coups de téléphone. La leçon qui s'en est suivie a coûté à mon gendre bien plus cher que ce qu'il n'aurait jamais pensé dépenser. La plupart des gens qui me rencontrent ne posent jamais de deuxième question. Ce qu'ils voient correspond à leurs attentes. Un électricien à la retraite de la région bordelaise, qui a passé 30 ans à faire du câblage résidentiel et industriel. J'en ai gardé les mains, épaisses et calleuses aux bons endroits, et je parle toujours comme quelqu'un qui a grimpé plus d'échelles de grenier que d'escaliers de salle de conférence. Mon fourgon arbore toujours un vieil autocollant du magasin de bricolage local datant de 2014 sur la vitre arrière. J'apporte un 4/4 de supermarché au repas de famille et je décline poliment les offres de grands crus car je dis aux gens que je ne fais pas la différence, et que je préfère ne pas faire semblant. Cette partie-là est d'ailleurs vraie. Je ne fais sincèrement aucune différence, et je ne m'en suis jamais senti coupable. Camille est ma fille unique, elle a 30 ans, elle est vive comme l'éclair et travaille dans le marketing pour une entreprise de matériel médical à Bordeaux. Elle a les yeux de sa mère et son entêtement, ce qui est généralement une bonne chose, mais parfois un problème. Martine est décédée il y a 8 ans d'un cancer des ovaires, 18 mois seulement après le diagnostic. C'est le genre d'épreuve qui remet tout en perspective. Après cela, j'ai vendu mon entreprise d'électricité. Celle que j'avais passé 15 ans à faire passer d'une équipe de 2 hommes à une PME régionale de 47 employés, et j'ai investi l'argent dans ce qui est finalement devenu le groupe Collin. Martine m'avait toujours dit que j'étais plus doué pour bâtir des structures que pour les diriger. Elle se trompait rarement. Je n'ai pas parlé de l'entreprise à Camille. C'est la question que tout le monde finit par poser, et je veux y répondre honnêtement. Ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas un piège tendu à l'avance en attendant que quelqu'un y tombe. Après la mort de Martine, je n'ai parlé d'argent à personne pendant très longtemps car la seule personne avec qui j'avais toujours discuté de la moindre décision financière n'était plus là. J'ai juste continué à travailler. J'ai continué à vivre comme nous l'avions toujours fait, sans aucun artifice. Camille était étudiante quand j'ai vendu la première entreprise. Elle savait que j'étais à l'aise financièrement. Elle pensait que c'était une aisance modeste, et je n'ai jamais corrigé cette hypothèse parce que cela ne semblait pas avoir d'importance, et parce qu'une part de moi aimait être simplement son père. L'homme qui réparait les prises défectueuses de son appartement quand elle s'est installée à Bordeaux et qui lui apportait de la soupe quand elle était enrhumée, pas un portefeuille d'actifs. Elle a rencontré Bastien Lemaire lors d'un afterwork d'entreprise il y a 3 ans au printemps. Je l'aimais bien au début. Un beau garçon, une poignée de main assurée, me posant des questions sur le métier d'électricien avec une curiosité qui semblait sincère. Il était conseiller en gestion de patrimoine chez Méridien Capital, gagnant environ 160 000 € par an, primes incluses. Ses parents, Gérard et Diane, possèdent 4 concessions automobiles dans la région et siègent dans ce genre de cercle caritatif où la présence sert surtout de caution mondaine.
La famille Lemaire est du genre à évaluer la position sociale de chacun sans jamais le dire ouvertement. Le premier signe que quelque chose changeait est apparu environ 8 mois après le mariage. Bastien et Camille sont venus me rendre visite, et j'ai remarqué qu'il inspectait la propriété avec plus d'attention qu'un gendre ne devrait le faire. La maison est une bâtisse traditionnelle que j'ai achetée comptant en 2003 sur un grand terrain à l'extérieur de Libourne. Rien de spectaculaire. Mais c'est bien construit et entièrement payé. J'ai vu Bastien mesurer la distance entre l'atelier et la limite de propriété avec ses yeux, comme le font les artisans quand ils chiffrent un chantier. Il a mentionné 2 fois, l'air de rien, que le secteur se développait rapidement. À Noël, Camille avait commencé à l'appeler la propriété familiale lors de ses conversations avec Diane Lemaire. Pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Lors du réveillon, Diane m'a demandé si j'avais réfléchi à ce que deviendrait la maison à long terme. Elle l'a dit gentiment, de la façon dont les personnes fortunées formulent parfois des suggestions déguisées en sollicitude. La maison serait formidable pour une jeune famille, a-t-elle glissé. Un tel potentiel avec les bonnes rénovations. Je lui ai répondu que la maison me plaisait très bien telle qu'elle était. Le deuxième signe est apparu quand Bastien a commencé à évoquer le déclin cognitif, comme le font les gens qui préparent lentement leur terrain, plaçant l'idée en douceur pour ne pas éveiller les soupçons. Il m'a envoyé un article sur la planification successorale pour les artisans retraités. Il a mentionné plus d'une fois un voisin de ses parents qui avait attendu trop longtemps pour régler ses affaires et laisser sa famille dans une situation complexe. Il m'a demandé un jour si j'avais consulté un conseiller financier récemment, et quand je lui ai dit que je n'en avais pas besoin, il a jeté à Camille un regard que je n'étais pas censé remarquer. Puis est arrivée la lettre à l'entête du cabinet d'avocat de Maître Vasseur. J'allais apprendre plus tard que le frère de Diane Lemaire y était associé. La lettre était polie, mesurée et exhaustive, à la manière d'une pression juridique soigneusement construite. Elle soulignait des inquiétudes concernant l'entretien de la propriété, les lacunes dans ma succession, et ce qu'elle appelait la vulnérabilité financière des propriétaires âgés isolés sur des marchés immobiliers en forte hausse. Elle suggérait fortement qu'un montage en société civile immobilière, transférant la nue propriété à Camille et Bastien tout en me garantissant un droit d'usage et d'habitation pour un maximum de 3 ans, serait la démarche la plus prudente pour toutes les parties concernées. Elle notait que la propriété avait été récemment estimée à 650 000 €. Elle affirmait que la famille voulait m'aider à protéger mon héritage. Mon héritage. Dans la maison que j'avais payée comptant, la maison où j'entretenais encore la roseraie de Martine le long de la clôture sud. J'ai appelé Camille. Elle a répondu avec une voix qui semblait légèrement répétée à l'avance. Papa, nous voulons juste nous assurer que tu seras à l'abri. Tu ne rajeunis pas, et Bastien s'inquiète de te voir tout gérer tout seul. Nous avons consulté un avocat, et c'est tout simplement la chose la plus intelligente à faire. Je lui ai demandé si c'était son idée ou celle de Bastien. Elle a hésité une seconde de trop avant de répondre que c'était l'idée de tous les deux. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. En raccrochant, je me suis assis à la table de la cuisine, la table de Martine. Celle que nous avions chinée dans une brocante en 2001, et j'ai compris les choses très clairement. Mon gendre avait regardé mon fourgon, mes chaussures de sécurité et mon café bon marché, et avait calculé que je n'avais ni les ressources ni les connaissances juridiques pour me défendre. Mais il avait mal calculé. J'ai appelé maître Marc Weber le lendemain matin. Marc est mon avocat. Depuis 22 ans, bien avant que je ne vende mon entreprise, bien avant que le groupe Collin ne soit autre chose qu'un projet dans un carnet. Il a décroché. Avant la deuxième sonnerie. René, il est tôt. Que se passe-t-il? Je lui ai parlé de la lettre
Il est resté silencieux pendant qu'il lisait la copie que je venais de lui envoyer. Puis il a émis un son, entre le rire et le soupir. Tu veux répondre, ou tu veux vraiment répondre, m'a-t-il demandé. Je lui ai dit que je voulais la deuxième option. Laisse-moi 48 heures, a-t-il dit. Pendant que Marc travaillait, j'ai appelé David Tran, le directeur des opérations qui gère le quotidien du groupe Collin depuis notre siège à Lyon. David travaille avec moi depuis 14 ans. Il connaît l'entreprise mieux que quiconque, et c'est grâce à lui que je peux vivre à la campagne en conduisant un fourgon cabossé sans que le monde ne s'effondre. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a écouté sans m'interrompre, ce qui est l'une des qualités que j'ai toujours appréciées chez lui. Puis il m'a demandé, calmement, si j'avais besoin qu'il fasse quelque chose concernant le compte Méridien. Je lui ai dit que je le tiendrais au courant. Méridien Capital, le cabinet où travaillait Bastien, gérait l'allocation d'investissement pour 3 des comptes de placement du groupe Collin. Ce n'était pas la plus grosse part de leur portefeuille, mais ce n'était pas négligeable non plus. J'ai dit à David de préparer les dossiers. Marc m'a rappelé 36 heures plus tard. Il avait préparé un document juridique qui transférait la propriété non pas à Bastien et Camille, mais sous le contrôle exclusif d'une structure familiale verrouillée dont j'étais l'unique gérant, avec des conditions très strictes régissant tout transfert futur. Il avait également, avec une efficacité redoutable, documenté l'historique des communications de Bastien, la lettre des avocats, et ce qu'il a qualifié de schéma de pression coordonné sur un membre âgé de la famille concernant ses droits de propriété. Il a utilisé l'expression d'abus de faiblesse. Il a précisé qu'il était bon de savoir que de tels agissements portaient un nom très clair dans le code pénal français. J'ai signé les documents le jeudi après-midi. Ensuite, j'ai attendu. Le dîner mondain était l'idée de Bastien. Son cabinet organisait un événement de remerciement pour ses clients dans un restaurant chic de Bordeaux, le genre d'endroit avec un menu dégustation et un sommelier capable de décrire le vin comme je pourrais décrire des calibres de fils électriques. Bastien m'avait invité, ce qui m'a surpris, jusqu'à ce que Camille mentionne discrètement que Gérard et Diane seraient présents, ainsi que plusieurs clients de Bastien et le directeur associé de son cabinet, un certain Laurent de Poncin. Bastien parlait de cet homme de la même façon que certains parlent d'un entraîneur qu'ils essaient encore d'impressionner. J'ai pris mon fourgon. J'ai mis un pantalon en toile propre, une chemise que j'avais repassée moi-même, et les mêmes chaussures que j'avais portées pour le pot de départ à la retraite du frère de Martine l'automne précédent. Je me suis garé entre un Range Rover et une Tesla, sans en ressentir la moindre gêne. Bastien est venu à ma rencontre. Près de l'entrée avec ce regard qu'il perfectionnait depuis 2 ans, une sorte de tolérance affectueuse, assez chaleureuse pour être polie, mais assez crispée pour être inconfortable. Beau papa, a-t-il dit, tu aurais dû me prévenir, je t'aurais prêté une veste de costume. J. Lui ai répondu que j'étais très bien. Comme ça. Il a ri de cette manière qu'ont les gens quand ils pensent le contraire. Le restaurant baignait dans ce silence feutré que cultivent les établissements hors de prix. Gérard Lemaire tenait audience près du bar avec 2 hommes que je ne connaissais pas, parlant fort des prévisions des taux d'intérêt. Diane m'a aperçu à l'autre bout de la pièce et m'a souri avec la chaleur calculée d'une femme qui avait décidé de faire la paix avec ma présence dans ce genre d'événement. Laurent de Poncin s'est présenté avec l'assurance fluide d'un homme qui a fait cela 10 000 fois. Il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Bastien est apparu à mes côtés presque instantanément. René est à la retraite, a-t-il dit d'un ton enjoué. Il était électricien. Laurent a hoché la tête. Un honnête métier, a-t-il dit, comme le font les gens qui veulent se montrer bienveillants mais qui ne font que révéler leur façon de classer les autres. Je lui ai répondu que l'électricité était ce qu'elle était. Laurent est
Passez à quelqu'un de plus intéressant. J'ai trouvé une place à l'écart et j'ai passé la majeure partie de la première heure à observer. C'est quelque chose que j'ai appris dans les affaires, la valeur de l'immobilité dans une pièce où tout le monde suppose que vous ne prêtez attention à rien. J'ai regardé Bastien faire son numéro devant ses clients, habile, rapide, et doué pour donner aux gens l'impression d'être important. Il est sincèrement talentueux dans son travail. J'ai vu Diane toucher le bras de Camille à plusieurs reprises en lui murmurant des choses qui faisaient sourire ma fille de cette façon nerveuse qu'elle a parfois. J'ai regardé Gérard raconter la même histoire sur une vente de concession à 3 personnes différentes, chaque version devenant un peu plus grandiose que la précédente. Au milieu de la soirée, un homme a traversé la pièce dans ma direction avec la démarche directe de quelqu'un qui sait exactement vers qui il se dirige. Il avait la quarantaine, portait un beau costume et m'a tendu la main. Avant même d'être tout à fait arrivé. René Collin, a-t-il dit. Je me disais. Bien que c'était vous. Je suis Jacques Vasseur. Nous avons échangé lors du salon de la logistique à Lyon il y a 2 ans. Je fournis des composants électriques industriels à 4 entrepreneurs qui s'approvisionnent à votre agence de Toulouse. Je lui ai serré la main. Jacques, ravi de vous revoir. Comment l'équipe de Toulouse vous traite-t-elle? Jacques a commencé à parler du nouveau responsable de compte de l'agence de Toulouse, je lui ai répondu. Et nous avons plongé dans le genre de conversation fluide qui a lieu entre des personnes évoluant dans le même monde concret. Au bout de quelques minutes, j'ai remarqué qu'un silence particulier s'était installé autour de nous. J'ai jeté un coup d'œil. Bastien se tenait à 2 mètres de là, tenant son verre de vin, me regardant comme si je venais de parler une langue qu'il ignorait que je maîtrisais. Jacques a fait un signe de tête dans sa direction. C'est votre gendre? Je l'ai entendu parler de son beau-père lors de quelques événements. Il m'avait dit que vous étiez dans l'artisanat. J'ai répondu que je l'avais été. Jacques a souri. Le groupe Collin, c'est un peu plus que de l'artisanat, a-t-il dit, sans vouloir offenser les artisans. Il a ri. Je connais 3 gros entrepreneurs de la région qui suivraient votre structure de prix les yeux fermés. Ce que vous avez bâti dans le sud-ouest au cours de la dernière décennie est sincèrement impressionnant. Je l'ai remercié. Bastien s'était rapproché. Jacques l'a regardé. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas, a-t-il dit d'un ton léger, comme s'il s'agissait d'une simple remarque. Sur la météo. Bastien m'a fixé. C'est quoi, le groupe Collin? J'ai plongé la main dans la poche de ma chemise et je lui ai tendu la carte de visite que je portais sur moi depuis le début de la soirée. David les avait conçus de manière sobre, juste le nom de l'entreprise, mon nom, et le titre que je détenais. Techniquement mais que je n'utilisais presque jamais. Fondateur et président. Bastien l'a lu 2 fois. Le groupe Collin, ai-je dit. Distribution en gros. De matériel électrique et de plomberie. 23 sites, 8 régions. Nous traitons principalement avec des comptes commerciaux et industriels, entrepreneurs. Municipalités, gros promoteurs immobiliers. Notre chiffre d'affaires annuel actuel avoisine les 41 millions d'euros. Nos actifs immobiliers portent la valorisation totale à environ 55 millions d'euros. La table près de nous était devenue complètement silencieuse. Laurent de Poncin se tenait à moins d'1 mètre, le visage d'un homme en train de recalculer toutes ces données. Tu possèdes une entreprise de 55 millions, a dit Bastien. Sa voix était totalement plate. Martine et moi en avons posé les fondations, ai-je précisé. David Tran et son équipe ont bâti la majeure partie de ce que c'est devenu. J'ai juste eu le bon sens de ne pas me mettre en travers de leur chemin une fois que la machine a été lancée. Gérard Lemaire est apparu quelque part sur ma gauche. Il en avait manifestement assez entendu pour sentir le sol se dérober sous ses pieds.
René, a-t-il dit d'une voix qui cherchait soigneusement à monter en gamme. Je dois dire que je n'en avais aucune idée. Je l'ai regardé. Non, ai-je répondu, vous n'en aviez aucune idée. Vous et votre beau-frère avocat avez envoyé une lettre chez moi suggérant que je souffrais de déclin cognitif et que j'étais financièrement vulnérable. Vous m'avez recommandé de céder ma propriété et de déménager dans une chambre d'amis. Le silence s'est alourdi. Laurent de Poncin a pris la parole avec prudence. Il semble me manquer un certain contexte. J'ai sorti la lettre des avocats de ma poche intérieure, ce qui était une autre chose que j'avais prévue. Je la portais sur moi depuis mon départ de la maison le matin même. Je ne l'ai pas fait circuler. Je l'ai simplement tenue en main. J'ai regardé Bastien. Tu as calculé que je n'avais ni les moyens ni les connaissances pour protéger ce qui m'appartient. Tu as eu tort sur les deux tableaux. La propriété a été transférée dans une structure juridique familiale, verrouillée il y a 12 jours. Mon avocat a également constitué un dossier documentant la campagne de pression coordonnée que votre famille a menée contre un propriétaire âgé, ce qui, selon la loi française, constitue un abus de faiblesse et porte un poids pénal bien particulier. La mâchoire de Bastien a bougé sans produire le moindre son. Je veux aussi que tu saches, ai-je continué, que Méridien Capital gère une partie des comptes du groupe Collin. Depuis 3 ans. Dès lundi, ces fonds seront transférés à la gestion d'actifs d'une autre banque à Lyon. Cela représente environ 2,3 millions d'euros sous gestion. Je comprends que cela constitue une part importante de ton portefeuille, Bastien. Ce n'est pas personnel. C'est simplement l'issue naturelle d'une relation commerciale dont la confiance a été compromise. Laurent de Poncin a posé son verre de vin. Il regardait Bastien avec l'expression très spécifique d'un directeur qui était déjà en train de préparer une conversation interne très difficile. Camille était devenue livide. Elle se tenait près de Diane et semblait plus petite qu'à l'accoutumée, une chose que je n'avais jamais vue auparavant et qui m'a fait plus de mal que tout le reste de cette soirée. Je veux être clair sur un point, ai-je dit en m'adressant à la salle en général, aux tables silencieuses, au cercle de clients, au Lemaire et à Laurent de Poncin. Je ne suis pas en colère. La colère impliquerait que j'ai été surpris. Je ne l'ai pas été. Mon gendre a regardé un vieux fourgon et des chaussures de travail usées et en a conclu que l'homme qui les portait n'avait ni ressources ni recours. Les gens font souvent ce genre de calcul. C'est une conclusion naturelle quand la seule chose qu'on accepte de voir, c'est la surface. Ce que je suis, c'est fatigué d'être géré par des gens qui ont décidé de ma valeur avant même de me poser la moindre question sur ma vie. Martine et moi avons fait le choix, il y a très longtemps, de bien vivre, ce qui pour nous signifiait vivre simplement et honnêtement, sans jouer la comédie pour personne, sans acheter des objets pour prouver une valeur que nous savions déjà posséder. Ce choix nous a apporté un confort qui n'avait rien à voir avec les apparences. Le fait que certaines personnes confondent cette simplicité avec une limitation n'est pas mon problème. Gérard Lemaire a essayé de parler. J'ai levé la main, sans animosité. Je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter là, Gérard. J'ai tendu la main à Jacques Vasseur. C'est toujours un plaisir de parler affaires. J'ai fait un signe de tête à Laurent de Poncin, qui m'a rendu mon salut lentement. J'ai pris mes clés, souhaité une bonne soirée à l'assistance, et je suis sorti pour rejoindre mon fourgon. Sur le chemin du retour, j'ai appelé David et je lui ai dit de procéder au transfert des comptes lundi matin. Il a dit qu'il s'en occuperait. Il m'a demandé comment ça s'était passé. Je lui ai dit que ça s'était passé. Il a répondu qu'il comprenait. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. C'est la partie dont personne ne parle dans ce genre de situation. La lucidité d'avoir raison ne rend pas le fardeau plus léger. Camille était ma fille et elle avait
Était complice de quelque chose qui visait la vie que Martine et moi avions construite, et je ne savais pas encore ce qu'il resterait de nous après ça. La publication LinkedIn de Bastien a été mise en ligne à 23h30. Il l'avait apparemment rédigée dans la voiture en rentrant. Cet état que les gens atteignent quand le contrôle de l'histoire leur échappe et qu'ils s'agrippent à une communication publique avant de tout perdre. Il a écrit sur l'importance pour les familles d'avoir des conversations financières ouvertes, sur la façon dont sa femme et lui traversaient une situation complexe avec un parent vieillissant, et sur le fait que cette expérience lui avait appris la valeur d'une planification successorale proactive. Il a identifié Méridien Capital. Laurent de Poncin l'a fait retirer avant 8 heures le lendemain matin. C'est parce que Marc m'a envoyé une capture d'écran de l'avis de suppression. Camille m'a envoyé un message à 6 heures du matin. J'ai besoin de te parler. Pas avec Bastien, juste nous. S'il te plaît. Je lui ai répondu, je suis là. Viens quand tu seras prête. Elle est arrivée à midi. Elle a conduit sa propre voiture, pas la BMW qu'elle partageait avec Bastien. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi non plus, et elle s'est assise à la table de la cuisine et a posé ses deux mains à plat sur la surface, comme sa mère avait l'habitude de le faire quand elle essayait de rassembler ses esprits. Nous sommes restés ainsi un moment. Elle a dit, je ne savais pas jusqu'où Bastien était allé. Je sais, ai-je répondu. Elle a ajouté, j'étais au courant pour la conversation sur la propriété. Je pensais que c'était. Je pensais que nous essayions d'aider. Je sais comment ça sonne aujourd'hui. Dis-moi à quoi ça ressemblait de ton point de vue, ai-je demandé. Elle a pris une grande inspiration. Elle a raconté que Bastien avait commencé à parler d'eux. Mes finances environ 1 an après leur mariage. Il avait présenté ça comme de l'inquiétude de me voir seul. Que la propriété était trop grande pour une seule personne. Que le marché montait et que je devrais en profiter tant que j'étais assez en forme pour profiter de l'argent. Elle a dit que ça semblait raisonnable. Elle a avoué qu'elle avait voulu que ça semble raisonnable parce que c'était plus facile que de poser la vraie question difficile, qui était de savoir pourquoi elle ne m'avait jamais demandé directement comment j'allais. Financièrement, ce que je voulais pour moi-même. Ou ce que j'avais passé 30 ans à construire. Je lui ai demandé pourquoi elle pensait que j'avais des difficultés. Elle a regardé la table. Parce que tu vis comme si tu n'avais rien de superflu, a-t-elle dit. Tu as toujours vécu ainsi. J'ai juste supposé. Je ne t'ai jamais vraiment posé la question. Et puis Bastien a commencé à la poser. Et ça semblait être la bonne direction. Et c'était plus facile à suivre que de s'arrêter pour réfléchir à ce que je supposais. Je lui ai parlé de Martine. Elle en connaissait les grandes lignes mais pas les détails, le montant astronomique des frais médicaux, comment. J'avais vendu ma première entreprise pendant qu'elle était à l'université pour tout couvrir et repartir à zéro. Comment j'avais tout investi dans le groupe Colin parce que j'avais besoin de me plonger corps et âme dans un projet, et parce que c'était ce que Martine disait toujours que je savais faire de mieux. Comment l'entreprise avait grandi plus vite que prévu. Comment je n'avais jamais vraiment su intégrer cette information dans la vie que je menais déjà avec Camille. La vie simple. La vie où j'étais juste son père qui conduisait un vieux fourgon et rapportait du 4/4 de supermarché. Camille a pleuré. Elle n'a pas essayé de se retenir. Elle s'est assise à la table de la cuisine où Martine s'asseyait et elle a pleuré de la même façon que sa mère, d'un coup, de tout son être, sans se cacher. Je me suis levé, j'ai fait couler du café, je suis revenu poser une tasse devant elle et je n'ai rien dit, parce qu'il n'y avait rien d'utile à dire. Parfois, la meilleure chose à faire est simplement de laisser une personne ressentir tout le poids de ce qu'elle vient de comprendre. Au bout d'un moment, elle a demandé. Et maintenant, que se passe-t-il? Je lui ai répété ce que j'avais dit à Marc. La propriété était protégée.
Le compte Méridien était en cours de transfert. Bastien aurait une conversation difficile avec Laurent de Poncin et c'était là. Conséquence naturelle du choix qu'il avait fait. Et nous, a-t-elle dit. Quand est-il de nous? Je lui ai répondu que cela dépendait bien plus d'elle que de moi. Je lui ai expliqué que j'avais passé 30 ans à m'assurer qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin, et qu'une des raisons pour lesquelles je n'avais jamais corrigé ses hypothèses sur mes finances, c'était que je ne voulais pas qu'elle me voie différemment. Je voulais rester son père. Pas une personne à gérer, à positionner, ou à impressionner. Je lui ai dit que ce que Bastien avait fait, la lettre, le chantage juridique, l'utilisation du mot cognitif, avait franchi une ligne difficile à effacer. Et je lui ai dit que si elle était prête à faire le travail le plus dur, celui de voir réellement les gens tels qu'ils sont, plutôt que tels qu'il est pratique qu'ils soient, alors rien ne devait rester brisé entre nous. Elle a répondu qu'elle voulait faire ce travail. Je lui ai conseillé de commencer par être honnête avec son mari. Pas sur la défensive, pas de manière calculée, mais honnête. Et ensuite, de revenir dîner avec moi un de ces jours. Un vrai dîner. À table. Sans téléphone. Elle m'a serré dans ses bras sur le pas de la porte. La première vraie étreinte depuis très longtemps. Pendant 3 semaines, j'ai eu très peu de nouvelles. Marc m'a envoyé des mises à jour. Le montage juridique de la propriété tenait bon. Les comptes méridiens ont été transférés sans incident. Bastien, selon un bref message de Camille, faisait l'objet d'une procédure d'évaluation disciplinaire au sein de son cabinet. Concernant la publication LinkedIn et ses communications annexes. Elle m'a confié qu'elle ne savait pas ce que cela signifiait pour son poste. Puis, un samedi matin début avril, ils ont tous les deux débarqué. La BMW avait disparu. Camille conduisait une Honda Accord vieille de 5 ans que je ne connaissais pas. Bastien était sur le siège passager, ce qui en soi était notable. Ils se sont présentés à la porte ensemble et je les ai fait entrer. Ils se sont assis sur le même canapé où Bastien avait étalé ses papiers 3 mois plus tôt. Aucun des deux n'affichait la façade polie qu'il portait d'ordinaire. Bastien avait l'air d'un homme qu'on avait déposé au milieu d'un champ qu'il ne savait pas traverser et qui venait tout juste de se décider à marcher. Camille était assise à côté de lui, sans le toucher. Sans s'éloigner non plus, juste présente. Comme si elle s'engageait à être pleinement dans la pièce. Bastien a parlé le premier. Il a dit qu'il avait préparé quelque chose à dire. Puis qu'il avait décidé de ne pas le dire de cette façon, car c'était encore une forme de représentation. Et qu'il essayait d'en finir avec les représentations pour un moment. Il a dit, je vous ai regardé et j'ai décidé que je savais ce que je voyais. J'ai décidé que vous étiez un frein pour l'avenir de Camille, au lieu d'être la personne qui avait rendu cet avenir possible. Je suis passé directement de cette supposition à un plan d'action, sans jamais m'arrêter pour vérifier si ma supposition était vraie. Il a fait une pause. Je me suis persuadé que c'était pragmatique et visionnaire. Ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était méprisant. Et je suis conscient que dire que je suis désolé n'annulera pas ce qui a été déclenché. Je lui ai dit qu'il avait raison sur ce point. Je lui ai aussi dit que j'appréciais son honnêteté. Il a ajouté qu'il y avait autre chose. Il a expliqué qu'il était allé voir Laurent de Poncin après le dîner et qu'il lui avait déballé volontairement toute la chronologie. Pas une version arrangée, la chronologie complète. Qu'il avait fait pression sur un membre de sa famille âgée pour qu'il cède sa propriété. Qu'il s'était servi de la réputation professionnelle du cabinet comme moyen de pression sociale. Que la perte du compte client était directement liée à son propre comportement. Il a dit que Laurent lui avait répondu que l'enquête interne suivait son cours, mais que ses aveux volontaires comptaient pour quelque chose. Il ne savait pas encore comment cela allait se terminer. Je
Lui ai demandé pourquoi il avait fait cela. Il m'a répondu que c'était à cause de ce que Camille lui avait raconté. Elle lui avait dit que j'avais vendu ma première entreprise et dépensé tout ce que j'avais pour le traitement de Martine. Sans jamais en parler à personne. Sans en faire le problème des autres. Sans rien attendre en retour. Et il avait cogité là-dessus pendant 3 jours, et avait réalisé qu'il s'était marié dans une famille où un homme avait absorbé en silence l'épreuve la plus terrible qu'une personne puisse encaisser, puis avait tout reconstruit à partir de rien. Et avait continué à se montrer simple et sans cérémonie pendant 30 ans. Et qu'en retour, il lui avait envoyé une lettre parlant de déclin cognitif. Le silence s'est installé dans la pièce pendant un long moment. Je lui ai dit que Martine aurait prononcé exactement 3 mots à ce stade, qui auraient été « Débrouillez-vous avec ça ». Elle disait ça pour presque tout. Ça m'a rendu fou. Pendant 30 ans, et j'y repense chaque semaine depuis sa mort. Il a presque souri. Il a demandé « Qu'est-ce que ça veut dire, dans cette situation ?» J'ai répondu « Ça veut dire que je n'ai aucune envie de rester en colère. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui tu vas être à partir de maintenant. Les comptes sont transférés. La propriété est protégée. Ces choses sont réglées. La question qui se pose à toi maintenant est de savoir ce que tu vas construire à partir de là. Et ça, c'est entre toi et ton cabinet, et ta femme, et un jour peut-être, si tu le souhaites, entre toi et moi. Mais je ne ferai pas le travail à ta place. Je l'ai déjà fait par le passé et ça n'a aidé personne. Camille a pris la parole pour dire qu'elle avait, elle aussi, fait une démarche. Elle a expliqué qu'elle avait appelé Gérard et Diane pour leur dire clairement que leur implication dans ces lettres immobilières avait été une erreur, et qu'elle avait besoin qu'ils comprennent que son père n'était ni un problème à gérer, ni une ressource à rediriger à son profit. Elle a raconté que Diane était restée silencieuse pendant un long moment, et que Gérard avait répondu qu'il comprenait, ce qui était probablement vrai à 60%. Les 40% restants relevant de l'instinct de conservation. Mais elle avait dit ce qui devait être dit. Je lui ai demandé ce que ça lui avait fait. Elle a répondu qu'elle avait eu le sentiment d'avoir accompli quelque chose dont elle aurait dû être capable bien avant qu'on en arrive là. Je me suis levé et j'ai fait du café. Du vrai café cette fois, pas celui du thermos de la station-service. J'ai sorti les tasses que Martine avait achetées sur un marché en Provence lors d'un voyage que nous avions fait quand Camille avait 12 ans. Les tasses bleues avec des petits oiseaux peints. Camille les a regardées un instant. Elle s'en souvenait. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et avons bu du café. Pendant près d'1 heure. Bastien a parlé de son travail. La vraie facette de son travail, les aspects qu'il trouvait sincèrement passionnants, et ceux qui n'étaient que de la représentation. Camille a parlé d'un projet dans son entreprise qui la frustrait. Je leur ai raconté un problème de chaîne d'approvisionnement que David était en train de régler dans nos agences de la région lyonnaise. C'était une conversation ordinaire, entre des personnes qui décidaient de repartir de zéro avec quelque chose qui ressemblait davantage à de l'honnêteté. Au moment de partir, Bastien m'a regardé et m'a dit « Je voudrais vous demander quelque chose, et je veux que vous sachiez qu'il n'y a aucune stratégie derrière ça. » Il a expliqué qu'il allait très probablement perdre son poste chez Méridien, ou à minima subir une sérieuse rétrogradation. Il ne demandait ni intervention ni remplacement. Il me demandait s'il y avait un moyen d'apprendre à mes côtés. Pas pour l'argent. L'autre aspect, la partie où on sait ce qu'on vaut sans avoir besoin que les autres le sachent aussi. La partie où l'on se contente de faire son travail. Je lui ai répondu que ce n'était pas quelque chose que je pouvais enseigner lors d'une conversation. Je lui ai dit qu'il devrait l'acquérir par lui-même, en accomplissant quelque chose de difficile. Sans que personne ne le regarde. Qu'il saurait qu'il y était parvenu quand il
arrêterait d'attendre que quelqu'un le remarque. Il a hoché la tête. Il a dit que ça lui paraissait juste. Camille m'a serré dans ses bras sur le pas de la porte et est resté blotti un peu plus longtemps que d'habitude. Je lui ai dit que j'organisais un dîner à la maison dans 2 semaines. Rien de formel. Juste David et sa femme, et quelques personnes de l'agence locale qui étaient de passage. Je lui ai dit qu'elle était la bienvenue si elle le souhaitait. Et d'amener Bastien, s'il était d'accord pour n'être qu'un simple convive à table, sans arrière-pensée. Elle a répondu qu'elle serait là. Et qu'elle m'aiderait même à cuisiner. Je lui ai dit que je la prenais au mot. Ce soir-là, je me suis assis sur la terrasse arrière, comme je le fais presque tous les soirs. Cette même terrasse où j'ai planté les rosiers de Martine le printemps qui a suivi sa mort. Là où je bois mon café en regardant la lumière baisser à travers les chênes. J'ai pris mon téléphone et appelé David. Il a décroché de la même façon que d'habitude, comme s'il s'y attendait. Je lui ai dit que les choses se tassaient. Il m'a demandé si j'avais besoin qu'on ajuste quelque chose. Je lui ai dit que j'envisageais de multiplier mes visites dans les agences régionales cet été. J'étais resté derrière un bureau trop longtemps. Et j'avais envie de retourner sur le terrain. Il m'a dit que les équipes apprécieraient. J'ai répondu que je le savais. Je suis resté sur la terrasse jusqu'à la nuit noire. Il y a une qualité particulière dans le silence qui s'installe là-bas après une longue journée, les chiens qui se calment, les branches des chênes qui bougent à peine, l'odeur de la campagne qui monte quand le vent tourne à l'ouest. Martine appelait ça le jour qui lâche prise. Elle avait le don de nommer les choses. J'ai repensé à ce que Bastien m'avait demandé, comment fait-on pour connaître sa propre valeur sans avoir besoin de la montrer. Je n'avais pas de réponse toute faite. Ce n'est pas une leçon qui se transmet facilement. Ce que je sais, c'est ceci. J'ai bâti quelque chose pendant 30 ans, non pas parce que j'avais besoin que le monde entier le voie, mais parce que le bâtir était l'expression la plus honnête de qui j'étais. Je conduisais le même fourgon parce que j'aimais ce fourgon. Je portais des chaussures de sécurité parce qu'elles étaient confortables. J'achetais du café bon marché parce qu'il me convenait très bien. Rien de tout. Cela n'était une fausse démonstration d'humilité. C'était simplement ma vie. Vécue au rythme et à l'échelle qui me convenait, sans avoir besoin de la validation de quiconque pour me confirmer que je faisais les choses correctement. L'erreur que mon gendre a commise n'a pas été de mal évaluer mon compte en banque. Ça a été de regarder la surface d'une vie et de décider qu'il en comprenait l'intérieur. Il a vu le fourgon, les chaussures de chantier et la carrosserie cabossée, et en a conclu que ces choses signifiaient une absence. Absence d'ambition, de ressources, de capacité. Il n'a jamais envisagé qu'elle puisse signifier exactement le contraire, qu'un homme qui n'a plus rien à prouver peut se permettre de ne rien prouver. Martine disait souvent que les personnes les plus silencieuses dans une pièce sont généralement celles qui ont gagné le droit d'être silencieuses. J'ai toujours cru qu'elle parlait des autres. Avec le recul, je crois qu'elle parlait de moi.